Fernand Tavares pour des réactions politiques. Et sur ce plateau, face à face, Olivier Faure, vous êtes vice-président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale et secrétaire national du Parti socialiste. Face à vous, Philippe Vigier, vous êtes président du groupe UDI à l'Assemblée. Bienvenue dans la séance continue. Et avant de débattre, je vous propose cette image, cette minute de silence à la mémoire de Michel Rocard, rendue par l'ensemble des députés avant les questions au gouvernement. Un homme d'État, une partie de notre histoire politique, a salué Claude Bartholone. Cet hommage donc au Premier ministre de François Mitterrand. Et on va commencer ce débat ensemble avec cette information. L'adoption de la loi travail, elle est considérée comme adoptée car aucune motion de censure n'a été déposée. Son examen avait été écourté hier après le recours au 49.3 par le gouvernement. À la question de Christian Jacob, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée, Manuel Valls a répondu qu'il assumait ce 49.3. Écoutez. Oui, sur un certain nombre de textes, et de textes importants, nous n'avons qu'une majorité relative. Et cela, je l'assume. Je l'assume parce que c'est cette réalité. Mais la Constitution, et d'ailleurs venant de quelqu'un qui se réclame d'une formation gaulliste, c'est assez étonnant, la Constitution nous donne la possibilité de faire adopter des textes en engageant la responsabilité du gouvernement. C'est la Constitution. Une motion de censure ou des motions de censure peuvent être déposées. Si ces motions de censure sont adoptées, c'est arrivé une fois sous la Ve République, chacun en tire les conséquences. Je continuerai avec cette majorité relative à gouverner parce que c'est ça le mandat que j'ai reçu des Français. Alors Olivier Faure, vous l'avez entendu, majorité relative. Le groupe socialiste à l'Assemblée nationale est à ce point divisé. Bon, moi, je ne voudrais pas me fâcher tous les jours avec Manuel Valls, mais enfin, c'est vrai que c'est curieux de parler de majorité relative. Il y a une majorité de gauche à l'Assemblée, et quand on a une majorité relative, c'est quand on a d'entrée de jeu une majorité qui ne correspond pas au projet sur lequel on s'est engagé devant les Français. Et donc, c'est pour la raison pour laquelle, hier, j'avais proposé un amendement sur la loi travail qui permettait de réconcilier les points de vue et de faire en sorte que nous ayons un débat sans recours au 49.3 et d'aboutir sur un texte qui a beaucoup fait parler de lui et qui malheureusement reste très incompris par la population, alors même que je pense que c'est un bon texte et qu'il permettra pour partie de rendre plus fluide le marché du travail. Vous êtes amer face à cette fin de non-recevoir hier de Manuel Valls? Bon, c'est pas dans mes habitudes d'être amer, je suis pas amer, je suis simplement surpris de ce rejet, parce qu'en réalité, dans un groupe socialiste où on a appris à ne plus se parler, eh bien, moi, je fais partie de ceux qui continuent à parler aux uns et aux autres, et qui continuent à chercher ce qui peut faire notre unité, parce que je conserve de deux hommes, dont l'un vient de nous quitter, Michel Rocard, et François Mitterrand, qui nous a quittés il y a un peu plus longtemps, deux choses. Mitterrand nous a légué le talisman de l'unité, et puis Michel Rocard nous a transmis le goût du dialogue, de la conciliation et du compromis. Si nous pouvions considérer que ce n'est pas simplement un héritage virtuel, mais un héritage qui nous engage, alors sans doute aurions-nous d'autres comportements aujourd'hui. Et nous allons revenir dans quelques instants sur le 49.3 avec vous, Philippe Vigier. Auparavant, je vous propose tout de suite d'aller retrouver Fernand Tavares avec Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Eh bien, vous avez entendu le président de l'Assemblée nationale dire qu'il n'y aurait pas de motion de censure, puisque le compte n'y était pas. Le ministre chargé des relations avec le Parlement arbore un grand sourire, monsieur Le Guen. Alors, tout va bien ? Non, c'est un sourire d'abord de politesse vis-à-vis de vos téléspectateurs. Écoutez, voilà, moi je constate simplement qu'on a assisté encore une fois de plus, à une sorte de tragicomédie qui montre quand même le caractère un peu pathétique d'une contestation de la gauche qui n'aboutit véritablement à rien de concret, qui simplement, encore une fois, se trouve à côté des réalités, fait toujours des annonces grandiloquentes, des propos de plus en plus définitifs, et en fait, il ne se passe rien. Et ce texte, heureusement, a été adopté.
Je crois que c'est bien pour le pays, je pense que c'est bien pour nos entreprises, je pense que les salariés vraiment vont s'y retrouver. Il y aura vraiment une nouvelle négociation sociale dans les entreprises, c'est ça le plus important. Alors oublions un peu les jeux politiciens, évidemment. Dans un pays qui a autant de difficultés, un continent qui a autant de difficultés, on aimerait avoir un peu plus de sérieux de la part des acteurs politiques également. Alors justement, à propos des jeux politiques, on a entendu le président du groupe républicain, M. Christian Jacob, déjà hier et encore aujourd'hui, s'en prendre au Premier ministre, le laissant, je cite, sur un champ de ruines de la gauche. Bon, c'est le jeu un peu du combat droite-gauche, ça va certainement un peu là. En tout cas, ils n'ont pas déposé de motion de censure non plus. Oui, d'ailleurs, peut-être qu'il y a un rapport entre eux. On a un discours d'autant plus fort que par ailleurs, on ne dépose pas de motion de censure. Non, je dirais simplement, je pense que la France n'a pas besoin et les Français sont lassés de ces jeux politiciens. Franchement, il y a une exagération, une emphase. Je comprends, il y a évidemment des critiques à faire. C'est logique qu'il y ait une opposition. Mais à quoi ça sert, à quoi ça fait avancer le pays de prendre des airs de matamor, d'insulter les personnes, de tenir des propos définitifs comme si tout le monde ne savait pas que la droite est dans ses propres divisions, qu'elle a géré le pays depuis 10 ans avec un insuccès à tel point d'ailleurs que les Français l'ont chassé. Bref, un peu plus d'humilité, un peu plus de vérité, me semble-t-il. C'est ça dont nous avons besoin en matière de débat politique. Il faut comprendre que l'heure est finalement assez grave. Nous vivons un changement d'époque. Donc soyons à la hauteur de cela. Voyons les choses avec un peu de distance, de sérénité, de force, de conviction. Pour en revenir aux frondeurs socialistes qui ont tenté de réaliser une motion de censure, on avait parlé il y a quelques heures, quelques jours de sanctions, c'est toujours d'actualité ? Écoutez, apparemment il n'y aura pas de motion de censure, donc pas de vote de motion de censure. Ce qui est vrai, parce qu'il faut parler vrai, le Premier ministre l'a dit, nous avons une majorité relative. Il y a une partie des gens de gauche, et y compris une partie de gens du Parti socialiste, qui, depuis maintenant le début du quinquennat, ne votent pas les principaux textes présentés par le gouvernement. Donc il faut constater qu'ils, de fait, ils ne sont plus dans l'orbite de la majorité. Ils sont dans l'opposition, à tel point d'ailleurs qu'ils voulaient, sans y parvenir, faire une motion de censure. Constatons-le, regrettons-le, bien sûr, mais ceci vient de loin, vous savez. On a eu, finalement, même avant 2012, il y a certains de mes collègues qui expliquaient qu'ils étaient pour la retraite à 60 ans, etc. On savait très bien qu'on ne remettrait pas pour tous les Français la retraite à 60 ans. Donc il y a eu des illusions qu'ils ont voulu entretenir, alors que nous avons fait des choses très bien, par exemple en matière de retraite, en favorisant les carrières longues. Mais trop de démagogie, finalement, a peut-être affaibli structurellement le Parti socialiste. J'espère que la droite ne tombera pas dans ce travers. J'ai peur que ça soit malheureusement le cas. On verra la suite des événements. Merci Monsieur le Ministre, à vous Marion. Merci à vous Fernand Tavares. Alors je reviens en plateau avec vous Philippe Vigier. Ce recours au 49.3 pour ce passage en force finalement sur la loi travail, vous le regrettez ? Écoutez, de toute façon, ce 49.3 était annoncé. C'est une surprise pour personne. J'en ai pour preuve que le même ministre de Relations avec les Parlements, là, qui vient d'avoir quand même des mots un peu compliqués sur sa majorité, qui est devenue une majorité relative, où il traite même certains de ses amis d'opposants. Donc, je crois qu'il ferait bien, lorsqu'on est ministre de Relations avec les Parlements, d'essayer d'apaiser un peu les choses avec l'ensemble des groupes politiques. Écoutez, on savait très bien que l'Assemblée nationale ne travaillerait ni vendredi ni samedi. Ça veut dire en clair que le gouvernement avait décidé, quoi qu'il arrive, de passer en force. Moi, je ne critique pas le fait qu'ils utilisent le 49.3. Ce qui est dramatique, en revanche, c'est qu'il y a eu le travail en commission qui s'est encore fait toute la semaine dernière. Et là, il n'y a pas eu la possibilité d'ouvrir à nouveau le débat dans l'hémicycle. Il n'y avait pas 4500 amendements, comme lors de la première lecture, il y en avait un peu moins de 1000. Donc, c'est la volonté, parce que la gauche est cassée en deux, parce que ce gouvernement a cassé la gauche en deux. Un gouvernement intransigeant, un champ de ruines de la gauche, comme le décrit Christian Jacob. Il faut bien comprendre que cette gauche qui nous a donné toujours des leçons de dialogue social, elle vient de montrer qu'elle avait été incapable d'assumer un dialogue social. Pire, ils ont cassé le Front syndical en deux. La gauche est cassée en deux. Je trouve que ça n'est pas bien. Parce que ce texte, et je vous le dis en tant que président du groupe UDI, lorsque ce texte est sorti, Olivier Faure s'en souvient très bien, moi j'ai dit qu'il y avait des choses qui étaient intéressantes et qui allaient dans le bon sens. Et là, le président de la République avait une responsabilité. Celui qui nous a souvent rappelé à l'unité nationale, sur ce sujet aussi grave que l'emploi, donc le chômage. Il fallait essayer de voir si ou non on ne pouvait pas dégager une majorité d'idées. Et je suis persuadé, par exemple l'amendement qu'Olivier Faure hier a déposé, pour faire en sorte que les heures supplémentaires bénéficient d'un taux
rémunérateur. Eh bien, c'était quelque chose, moi, que je n'aurais pas eu de mal à soutenir cette idée-là. Pas toutes les idées qu'il y a dans ce texte, parce qu'il a été Vous auriez pu dénaturé. voter une partie de Mais ces propositions. absolument, et nous l'avions dit. Simplement, il a été détricoté parce qu'il n'y a pas de méthode de gouvernement, parce que le dialogue s'est fait après que le texte soit sorti. Non, ce pays va mal, on ne peut pas le rudoyer, il faut lui donner le chemin, avoir une méthode et avancer. Y a-t-il eu une véritable volonté de dialogue du gouvernement, ou Manuel Valls est-il intransigeant? Bon, moi, je ne veux pas rentrer dans ces questions d'ordre psychologique, etc. Il y a un résultat, vous le connaissez. Il y avait des propositions pour un autre chemin. Le chemin qui a été choisi, c'est celui du 49.3, celui d'une forme d'efficacité, pour rester dans l'euphémisme. Voilà. Et donc, moi, je le regrette, mais je n'ai pas à commenter les caractères des uns et des autres. Ça n'intéresse personne. La loi travail vient d'être adoptée. Quelle est-elle aujourd'hui, cette loi travail, Philippe Vigier? Il n'y a qu'une chose qu'on retiendra, c'est l'inversion de la hiérarchie des normes qui fait que les accords d'entreprise vont l'emporter sur les accords des branches. D'abord, il ne faut pas découvrir qu'il n'y avait pas d'accord d'entreprise qui n'existait pas. C'est pas vrai. Il y avait plus de 300 000 accords d'entreprise qui étaient là. Bon, après, il y a d'autres petites avancées, mais qui sont tellement insuffisantes par rapport à la concurrence à laquelle nous sommes exposés. Regardez, la croissance va un peu mieux. C'est vrai, mais regardez ce qui se passe dans les pays d'Europe, dans la zone euro, elle est plus importante. La compétition européenne est exacerbée. Ce qu'il faut, c'est oxygéner ce pays, libérer les énergies qui veulent s'investir, qui veulent faire en sorte que l'on crée de l'activité. Moi, vous savez ce qui est le plus difficile pour un député, quelle que soit sa sensibilité politique, c'est de considérer qu'il y a toujours autant de chômage, quasiment, que les jeunes, 23% des jeunes au chômage. Quelle France on leur lègue? Donc ça nous donne à nous une responsabilité importante. Cette loi, justement, va-t-elle permettre à l'économie de se relancer? Bon, je ne crois pas qu'on puisse espérer une baguette magique. Cette loi, elle permet de moderniser le Code du travail. Et je vais juste nuancer par rapport à ce que dit Philippe Vigier, c'est qu'il n'y a pas d'inversion de la hiérarchie des normes dans tous les secteurs. Il y a, sur un sujet de négociation particulier, qui est l'organisation et le temps de travail, on pourra désormais avoir des accords d'entreprise qui pourront déroger aux accords de branche. Et parce que sur ces sujets-là, nous considérons qu'il y a matière à négocier sur le plan local et que ceux qui sont les mieux à même de comprendre ce qu'ils vivent sont ceux qui sont dans l'entreprise. Il y a des sujets sur lesquels, et c'est la raison pour laquelle il y avait mon amendement d'hier, c'est qu'il y a des sujets sur lesquels il y a des craintes, notamment de dumping social. Sur les heures supplémentaires. Sur les heures supplémentaires, par exemple. Et donc, je voulais sanctuariser ces heures supplémentaires pour éviter justement que cette crainte existe et que demain, on ait comme levier de négociation les heures supplémentaires et leur minoration, ce qui, évidemment, serait un vrai problème pour le pouvoir d'achat des Français. Je ne crois pas que ça intervienne, mais en même temps, je comprends cette crainte et cette inquiétude. Et quand on veut faire un compromis, quand on veut bâtir un compromis, quand on veut chercher la paix, on la cherche avec ceux qui se sont opposés à un texte. Et sur ce seul point-là, on avait la possibilité d'arriver à un compromis. Je regrette que nous n'ayons pas été jusqu'au bout. On va poursuivre le débat avec un tout autre thème. Parce que très rapide. Le fait qu'on ait supprimé l'exonération d'impôt sur les heures supplémentaires, qui était certes une rustine, mais une rustine efficace car elle donnait des pouvoirs d'achat. Et là, le fait qu'il y ait un risque de baisser la majoration des heures supplémentaires. Ça, c'était la deuxième crainte. Et vous voyez, pour moi, le pouvoir d'achat, c'est un élément central. Si on regarde le pouvoir d'achat sur ces 4 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il a à peine augmenté de plus de 1,3% en 4 ans. Accord, donc en tout cas sur ces heures supplémentaires. On va poursuivre avec un tout autre thème. Au cœur de ces questions au gouvernement, le rapport de la commission d'enquête sur les attentats remis hier par le rapporteur Sébastien Pietrasanta. 40 propositions pour mieux lutter contre le terrorisme ont été dévoilées. Le député a interrogé le gouvernement. Bernard Cazeneuve a estimé que certaines de ces propositions sont inappropriées. Écoutez-le. Dès lors que nous serons en situation d'établir en quoi un directeur général apporterait plus qu'un coordonnateur, nous pourrons évoquer cette question ensemble. Quant à l'agence nationale, si elle devait être un guichet de plus, là où vous constatez qu'il y en a déjà trop, nous serions dans une situation où nous aurions transformé le millefeuille que vous regrettez en plum pudding, et ce n'est pas l'objectif du gouvernement. C'est la raison pour laquelle je propose que sur la base des propositions que vous avez formulées, nous puissions nous retrouver dans les semaines qui viennent avec le président de la mission pour voir les conditions dans lesquelles nous réserverons les suites les plus utiles aux propositions que vous avez formulées. On le voit, ce sont des questions sensibles, Olivier Faure. Pourtant, le renseignement français connaît des failles. C'est le bilan de ce rapport qui émet un certain nombre de propositions, notamment sur le renseignement, avec cette agence, une meilleure coordination des services. Il faut aller dans ce sens aujourd'hui.
Il y a deux écueils. Il y a celui qu'évoque à l'instant Bernard Cazeneuve, c'est-à-dire que si effectivement cette agence nationale de renseignement devait être une agence de plus qui se superpose à toutes les autres, ce serait un guichet de plus et ce serait un guichet de trop. Si il faut une rationalisation. Au contraire, ça permet de rationaliser. J'ai envie de dire que effectivement, ce serait bienvenu parce que chacun le comprend bien. Il y a aujourd'hui une certaine faille dans le renseignement et que, y compris parfois dans la guerre que se mènent les services, je suis pas spécialiste du renseignement, mais de tout ce qu'on observe et de tout ce qu'on lit, on croit comprendre quand même que parfois la fluidité de l'information n'est pas totale. Pour rester en euphémisme là aussi. Et donc, il faut peut-être l'envisager. Moi, je suis très partagé et sur cette question-là. J'espère que le rendez-vous annoncé par Bernard Cazeneuve sera suivi des faits et que le débat ne sera pas éteint tout de suite parce que je fais confiance au sérieux notamment du rapporteur Pietrasanta qui est un très bon député et qui fait ce travail en conscience et certainement au vu de ce qu'il a observé. Et donc je crois que le pire serait de traiter ce rapport par une forme de désinvolture, comme c'est souvent le cas pour les rapports parlementaires qui servent beaucoup à caler les armoires. Philippe Vigier, le ministre doit se saisir de ces propositions. Écoutez, il y a eu ce drame qui nous a tous frappés. Il y a eu une commission d'enquête dans laquelle tous les groupes politiques sont représentés. Ils sont arrivés à se retrouver sur 40 propositions. Moi, je ne suis pas un spécialiste du renseignement et de la lutte antiterroriste, mais pour autant, il y a un certain nombre de pistes intéressantes. On a un collègue, Meyer Habib, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là et est très présent. Olivier Faure le disait, il ne faudrait pas que ce soit un rapport de plus sur une étagère. Il y a des pistes qu'il faut explorer. Moi, je veux de l'efficacité, mais il y a une chose, regardez. Le fameux Abdeslam, là, qui d'ailleurs a une salle de gym qui lui est aménagée dans sa cellule. Bernard Cazeneuve y a répondu. Quand je pense aux cellules de la prison de Châteaudun que je visite régulièrement, il y a un peu de différence. Mais ça, c'est pas le sujet. Ces gens-là, qui étaient fichés, vous savez très bien, qui étaient fichés en Belgique, qui étaient fichés en France, il n'y avait pas de circulation des informations. Ça, c'est plus supportable. C'est le problème du renseignement européen. Ce supporter russe, dont on a vu que le samedi, il était expulsé de France et que le lundi, il était chez nous. Tout ça, c'est insupportable. Moi, je dis que les forces de l'ordre font un boulot formidable. S'il y a des pistes pour améliorer l'efficacité, je suis contre les agences nouvelles. Ce que je veux, simplification, réactivité et surtout faire en sorte qu'on lutte le plus efficacement possible contre le terroriste. La coopération européenne est nécessaire aujourd'hui. Est-elle en marche, Olivier Faure ? Bon, je ne vais pas faire semblant d'être un spécialiste du sujet, ce que je ne suis pas. Donc j'ai le sentiment que malgré tout, cette vague d'attentats a quand même bousculé les habitudes et que de grands changements sont en cours, y compris sur la traçabilité des voyages aériens et sur un certain nombre de sujets comme cela. La coopération semble être mieux engagée. Mais c'est évidemment une nécessité absolue. En fait, comment peut-on combattre un ennemi qui, lui, est en réalité une multinationale, puisque l'armée de Daesh, c'est une armée de combattants qui sont égarés à travers le monde et qui attendent leur mission pour pouvoir se lancer. Et donc, si on n'a pas cette coopération les uns avec les autres, nous sommes effectivement voués à un certain nombre d'échecs, pas toujours, mais enfin, il y a un certain nombre d'attentats qui continueront à se produire. L'échec, c'est l'exigence qui est les coopérations. Vous savez, on cherche toujours des raisons à l'existence de l'Europe. Moi, je l'ai dit la semaine dernière dans le discours sur le Brexit. Voilà un accord de coopération entre États qu'on peut mettre en place rapidement. Je me souviens du coup de gueule de Bernard Cazeneuve à Bruxelles, lorsque sur le fameux PNR, on n'arrivait pas à accélérer le fait que ce texte puisse être validé par Bruxelles et par les États membres. Il y a une exigence d'aller vite sur la sécurité intérieure, sur les problèmes de Schengen, sur l'immigration. On ne pourra pas avoir longtemps des procédures d'asile qui soient différentes des unes des autres. Là, c'est de l'harmonisation et là, c'est de la confiance. Et ce sera le mot de la fin sur lequel vous serez certainement en accord. Merci à vous, Philippe Vigier et Olivier Faure, d'avoir participé à ce débat. Quant à moi, je vous retrouve demain à 14h. Très bel après-midi à tous sur les chaînes parlementaires.